Du coup, on va passer à la table ronde. Et du coup, je vais commencer par proposer à Cédric Séguineau, qui est donc directeur R&D chez Naïo, de venir me rejoindre. Je vais les faire monter un par un. Rebonjour Cédric. Alors Naïo, on en a parlé toute la journée. C'est un des leaders français de la robotique agricole. Est-ce que, déjà en quelques mots, présenter Naïo ? Bonjour à tous. Il faut que j'allume le micro, sinon ça ne marchera pas. C'est bon. Bonjour à tous. Donc Naïo effectivement a été créé en 2011 par deux fondateurs qui se sont concentrés au début sur un petit robot qui s'appelle Oz, qui était vraiment dédié à faire de l'assistance au petit maraîchage. Et on a lancé 2 nouvelles lignes de produits à partir de 2013, on a commencé à bosser dessus. On a commencé vraiment à les vendre à partir de 2015-2016. Des enjambeurs qui travaillent principalement pour le maraîchage spécialisé et pour la vigne. Aujourd'hui, on a vendu à peu près 150 robots. Ouais, ce qui fait vraiment clairement... parce que beaucoup de gens parlent des robots, mais ceux qui arrivent concrètement à vendre, il n'y en a pas tant que ça. Alors pourquoi vous êtes intéressé à la géolocalisation et est-ce qu'on peut avoir un robot sans géolocalisation ? Alors, on a plusieurs cas de figure, mais effectivement, le Oz aujourd'hui... donc le premier robot qui est pour le maraîchage travaille sans GPS. On a fait des essais, notamment avec du RTK, etc. Mais clairement, par rapport au prix de vente du robot, la fonction coûtait beaucoup trop cher. Donc on a trouvé des techniques alternatives de guidage sur culture, notamment. Donc guidage caméra, tout simplement. Voilà, guidage caméra, LIDAR et reconnaissance des fanons. Donc il y a certaines limitations, mais voilà, pour les problématiques de petits robots, clairement, c'était la solution la plus intéressante d'un point de vue économique. Et donc on verra tout à l'heure que pour les robots enjambeurs et les robots peut-être plus élaborés, on va dire, en tout cas dont les pratiques sont plus élaborées, vous avez besoin de géolocalisation. Sur ces choix de géolocalisation, quels sont parmi les différentes technologies qu'on a pu voir ce matin, quels sont les critères qui ont sous-tendu les choix de Naïo pour intégrer des technologies ? La principale problématique, finalement, après avoir testé, on a testé beaucoup de solutions. Finalement, souvent, ce qui a apporté notre choix, c'était les problématiques de coût. Puisqu'un robot, par nature, il y a beaucoup de fonctions dessus, donc on va rapidement atteindre des coûts de production qui peuvent être importants. Donc, clairement, critère numéro 1, la problématique de coût. Et après, derrière, sur plusieurs solutions qui pouvaient être à peu près équivalentes, on a regardé l'ergonomie, la facilité d'utilisation, l'universalité aussi, très très important, enfin on le verra. Mais c'est vrai qu'on a parlé de solution France, solution monde, etc. Aujourd'hui, nos robots, on les vend dans le monde entier. Et les problématiques de gestion de carte SIM, des abonnements, etc., c'est jamais simple. Donc l'ergonomie d'utilisation, critère numéro 2. Valeur d'usage. Merci beaucoup. Je vais reprendre le micro, je t'invite à t'asseoir. Et puis je vais proposer à Sixte de Villepin, enfin plus que lui proposer, lui-même lui demander de venir me rejoindre. Rebonjour, voilà le micro pour vous. Bonjour. Donc, Sixte, vous êtes directeur des opérations chez Latitude GPS, qui est membre du réseau Vantage qu'a décrit tout à l'heure Vincent. Quels sont déjà les métiers de Latitude GPS ? Alors, Latitude GPS est une société qui a 20 ans d'âge, 21 ans exactement, l'âge de la raison. Et Latitude GPS est basée dans le nord de la France, comme vous l'avez vu sur la carte qu'a présentée Vincent Daoulas tout à l'heure. Et pour l'activité guidage, représente le réseau Vantage pour la France, tout au nord de la France. D'accord. Et à côté de ça, on fait aussi des audits de modulation pour guider le client. On vend des drones pour Parrot et pour Sensefly. Et on développe aussi une gamme d'objets connectés. Donc un distributeur de solutions d'agriculture de précision ou des smart farming au sens large. On l'a vu avec Nina, il y a une offre technologique pléthorique et pourtant des taux d'adoption qu'on pourrait qualifier de relativement faibles, même si ça existe, en tout cas pour certaines des solutions qu'on a pu présenter. On ne parle pas du GPS de base ou des technologies de barre de guidage, mais des choses plus élaborées d'agriculture de précision, des taux de déploiement qui restent encore relativement faibles par rapport à l'histoire qu'ont cette technologie. Quelles sont selon vous les principales ou la principale raison qui explique ce relatif taux de déploiement ? Oui, pour reprendre ce qui a été présenté ce matin, il y a quand même un chiffre qui doit nous faire réfléchir, parce que nous, on est tous convaincus, mais il y a à peu près un tiers des agriculteurs, c'est une moyenne en France, qui ne voient pas l'intérêt du guidage. Alors, je ne parle pas du reste. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du boulot. Et puis après, il y a tous ceux qui sont équipés,
soit parce qu'on leur a vendu un très beau tracteur, très bien équipé, un peu comme lorsqu'on vous vend une voiture, téléphone ou un ordinateur, vous ne savez pas vous en servir de 10%, mais ce n'est pas grave. Et puis, globalement, ces gens ne savent pas obligatoirement comment optimiser la technologie parce qu'ils ne sont pas correctement conseillés. Donc c'est tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est service après-vente et tout ce qui est remise en route chaque année, parce que chaque année se posent les mêmes questions. Donc voilà, ça semble très simple sur une présentation aussi belle et bien faite que Vincent, mais dans les faits, c'est un peu plus complexe. Ouais, ça fait écho à la conclusion de l'étude de Nina tout à l'heure, donc un vrai besoin d'accompagnement des agriculteurs. Puis avec une question, on parlait des coopératives tout à l'heure, coopératives d'appro, les CUMA, les distributeurs, enfin voilà, il y a aussi des écarts probablement de compétences entre ces différents acteurs. Oui, il y a un gros écart parce qu'en réalité, ceux qui vendent de l'agroéquipement, ce n'est pas un problème sur les concessionnaires, c'est de la ferraille, c'est leur monde, ça plaît beaucoup aux agriculteurs. Par contre, ceux qui vendent de l'agrofourniture, ce sont les coopératives, ce sont les négociants, que ce soit les semences, que ce soit les fertilisants ou les phytos. Et ces gens-là, notre monde leur est complètement inconnu pour la plupart. Alors, donc eux, d'ailleurs, ils n'y touchent pas. Donc il y a vraiment, à mon avis, un très gros travail de vulgarisation à faire avec les partenaires distributeurs, ce qui est le cas de certains qui s'investissent beaucoup dans la modulation et le conseil de la modulation. Voilà. On pourra, certaines coopératives présentes pourront témoigner si elles le souhaitent. Merci beaucoup. Sixte, je récupère votre micro. Et donc on a un intégrateur, un distributeur. On va demander maintenant à Clément Fregnaud, qui est fondateur de la société Permagro, qui s'assit tout au fond, de venir nous présenter sa société. Rebonjour Clément. Donc qu'est-ce que Permagro ? Permagro, donc c'est une start-up, une petite start-up ici qui a été fondée il y a moins de 3 ans et qui est basée ici à l'incubateur de Montpellier Supagro. Et notre métier, c'est d'automatiser le conseil foncier, administratif et agronomique à destination principalement des viticulteurs. D'accord. Voilà. L'idée, c'est d'illustrer un petit peu aussi le fonctionnement de votre société. Donc on peut utiliser la géolocalisation autrement que pour piloter des machines ou des apports d'intrants. Là, c'est pour soulager l'agriculteur dans ses contraintes administratives. Effectivement, nous utilisons des solutions d'arpentage. Alors, par exemple, je vais vous présenter ce qu'on utilise sur le terrain. Ça se tient dans la poche, si j'arrive à le sortir de la poche. Donc ça, c'est un petit récepteur GNSS de Trimble. Ça s'appelle le R1. C'est un récepteur qu'on utilise avec un smartphone, ça se connecte en Bluetooth et ça nous permet d'avoir une précision symétrique qui nous est suffisante pour nos solutions d'arpentage. Ce que je vous montre ici sur cette carte, c'est la digitalisation, l'arpentage d'une parcelle de vigne qui vient juste d'être plantée. L'arpentage a été fait en bleu ici avec ce petit récepteur. Nous, ce qu'on souhaite avoir, c'est donc la superficie exactement plantée par le viticulteur pour faire ses déclarations administratives. On a parlé de la PAC tout à l'heure, mais également en viticulture, des déclarations foncières au niveau des douanes qui sont très importantes, et également des subventions. Et donc, nous, on fiabilise juste après plantation le contour d'une parcelle de vigne et on optimise le foncier d'une parcelle de vigne. Quand on a des vignes à 1 million d'euros l'hectare, chaque mètre carré compte. Et ici, juste pour l'illustration, en rouge, c'est le même contour fait avec un smartphone, sans correction différentielle. Ouais, donc on comprend qu'il y a un petit peu de gain à avoir. Je vais récupérer la zapette si vous êtes d'accord. Je vous invite à la zapette. Ouais, ça vous le gardez. Ah, c'est d'accord, alors je te la rends. Et du coup, c'est celle-ci que je vais prendre. Je t'invite à t'asseoir. Et puis tu peux garder le micro. Et puis je vais proposer du coup à Sophie Bentejac. Bentejac, j'ai un doute sur la prononciation. Bentejac, pardon. Donc qui est directrice du GEDON des Bordeaux. Alors je vais me remettre à ma place. Et alors c'est quoi GEDON déjà ? Quel est cet acronyme ? GEDON, ça veut dire Groupement de défense contre les organismes nuisibles. Et donc le GEDON des Bordeaux, il est axé vraiment sur les nuisibles de la vigne et principalement sur la flavescence dorée, qui est une maladie épidémique dans le vignoble et qui est présente partout en France presque. Et particulièrement donc, dans le vignoble bordelais. On dit groupement, donc ça veut dire que vous avez différents acteurs qui se sont regroupés chez vous. Quels sont ces acteurs ? On a en fait les adhérents du groupement, ce sont les syndicats viticoles ou ODG. Donc il y en a 9 qui ont adhéré au GEDON des Bordeaux. Et ils représentent plus de 5000 viticulteurs sur un territoire de 74 000 hectares. Donc à peu près les 2/3 du vignoble bordelais. D'accord. Donc vous intervenez à une échelle territoriale, si je comprends bien. Vous êtes là pour détecter
et anticiper des maladies, en tout cas, autant que faire se peut. Du coup, quel est le niveau de précision attendu à une échelle territoriale comme la vôtre? Vous n'êtes pas à l'échelle parcellaire, sauf erreur. Si, Aussi. si. On travaille justement à l'échelle de la parcelle de vigne. En fait, l'idée, c'est que comme c'est une maladie de quarantaine régie par l'État, il y a des traitements insecticides obligatoires. Donc, nous, l'idée, c'est de temporiser ces traitements, de les diminuer au maximum et de les rendre effectifs que là où il y a de l'insecte ou de la maladie. Donc, ça passe par une surveillance très précise du territoire, que ce soit pour l'insecte qui transmet la maladie ou pour les pieds de vigne malades. Et donc pour ça, on utilise actuellement des montres GPS et des smartphones, donc qui nous permettent de localiser à la fois là où on va faire des comptages d'insectes. Ça, on s'en sert pour diffuser l'information aux viticulteurs directement, le résultat de cette observation. Et pour les pieds malades, on dessine donc vraiment chaque parcelle de vigne en amont de la saison. Nos saisonniers vont sur ces parcelles et ils comptabilisent le nombre de pieds malades qu'ils voient sur ces parcelles. Et chaque pied est géolocalisé aussi. Donc soit avec les montres, c'est un simple point, soit avec les smartphones, et là, on a une photo géolocalisée. Donc on retombe sur des usages d'arpentage et de géolocalisation d'observation. Oui. Principalement. Du coup, là, les niveaux de précision attendus ne sont pas forcément énormes, on n'est pas au centimètre près. Si ? Alors là, avec les outils actuels, le problème, c'est qu'on est à une précision insuffisante pour vraiment voir sur quelle parcelle culturelle on est. C'est-à-dire qu'il y a des points qui se prennent très très bien au bon endroit, et il y en a qui sont légèrement décalés, comme on a une précision estimée à peu près à 5 mètres. Il y en a qui se décalent, donc qui ne sont pas sur la parcelle culturelle. Les Et effets donc de bord, là, il y a toute une vérification des données qui prend beaucoup de temps, parce qu'en gros, on pose chaque année on fait 2500 comptages d'insectes, et on prospecte entre 7000 et 10 000 hectares de vignes, donc 7 à 10 000 parcelles culturelles de vignes. Donc tout ça, on doit avoir de la traçabilité. Et donc après, ça demande de vérifier toutes les données, une vérification visuelle, pour vérifier tout ce qu'on a et pouvoir diffuser une information relativement fiable aux viticulteurs. Donc de l'enjeu aussi pour vous d'être à la page en matière de techno, j'imagine, et d'où votre présence ici. Oui, clairement, et d'avoir des outils vraiment opérationnels sur le terrain, parce que nous, on a vraiment beaucoup d'équipes qui arpentent le vignoble à pied. Ou oui, avec des saisonniers, donc avec peut-être un peu de roulement aussi dans les équipes. Oui. Des gens peu formés, donc il faut qu'on puisse former très très vite à être opérationnel. Parfait, je vous invite à vous asseoir. La table ronde est constituée, j'ai essayé moi de ne pas tomber. Et maintenant que vous êtes, donc vous allez vous partager 2 micros. D'ailleurs Clément, je veux bien que tu allumes ce micro-là. Voilà, tu vas comprendre. Bravo. Du coup, qu'on refasse peut-être on a abordé un peu rapidement là vos différents usages. Je voudrais qu'on rentre un tout petit peu plus dans le détail sur chacun les solutions que vous utilisez, sachant que j'ai bien sûr sorti la présentation. Si vous voulez bien, chacun d'entre vous, revenir un petit peu sur les différentes technos que vous avez utilisées, qu'on puisse aussi faire le lien avec les présentations de ce matin, éventuellement. Cédric, par exemple, pour commencer, tu as expliqué que pour le robot OSE, il n'y avait pas de système de géolocalisation, c'était de la caméra, en tout cas de l'interprétation d'image. Pour les autres robots, le Dino de mémoire, qui est l'enjambeur pour les maraîchages aussi, ouais. Et TED, qui est lui pour la vigne, quels sont les choix que Naïo a fait ? Donc au niveau de l'historique, on a testé pas mal de choses. Aujourd'hui, on est équipé sur les deux enjambeurs avec de la précision RTK, avec des corrections cellulaires. Donc on a testé des antennes Trimble, on l'a évoqué tout à l'heure, on a vu des photos. On a pu tester aussi du Topcon, on a testé Trimble. On a testé également des solutions qui étaient assez avant-gardiste à l'époque, c'était notamment d'utiliser les puces en U-Blocks pour être capable de reconstruire nos propres corrections sur le RTK. Bon, ça n'a pas été terrible, on avait beaucoup de faux positifs, donc on a vite abandonné cette solution-là. Et aujourd'hui, le compromis qu'on a sur les deux enjambeurs, c'est une antenne Septentrio qui est tout intégrée, c'est-à-dire qu'elle est autonome en énergie. Elle a sa carte SIM intégrée, elle a son service web également intégré.
Donc on est assez content de donc il n'y a pas besoin d'abonnement parallèle à un réseau RTK. Donc effectivement, voilà. Donc ces solutions-là, là, je décris vraiment les solutions hardware. Dans tous les cas, on a travaillé sur du RTK avec un abonnement. On n'a pas forcément de station fixe aujourd'hui. Et c'est vrai que cet abonnement peut coûter relativement cher aux utilisateurs. Voilà, on peut clairement pas le mettre sur OZ, même si on a développé aujourd'hui l'option RTK qui existe sur OZ, mais personne. OZ, pour rappel, c'est le petit robot pour le maraîchage spécialisé. Après, en termes de matériel, c'est également ce qui a été évoqué ce matin. Le GPS en lui-même ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'il y a nécessité d'avoir le GPS intégré dans un ensemble un peu plus vaste, notamment avec une centrale inertielle, avec idéalement même une double antenne, qui permet de faire une boussole GPS, d'avoir un bon capot nord. Ça, on l'a constaté lorsqu'il y a du dévers, mais pas que, y compris lorsque le terrain est très plat, mais que c'est du sable. Le robot, la grosse difficulté, c'est qu'il n'y a personne qui est là pour s'apercevoir qu'il est en train de chasser d'un côté ou de l'autre. Donc il est vraiment nécessaire à chaque instant de connaître la position précise du robot, mais aussi de connaître son orientation de manière à corriger le guidage sur la culture. Donc le GPS c'est super, mais il doit être intégré dans un ensemble matériel un peu plus global. D'accord. Clément, de votre côté, en termes de techno utilisé ou de type de produit que vous utilisez aujourd'hui? Alors effectivement, l'achat de ça c'était au début de ma startup que j'ai acheté ce petit boîtier. Et moi je suis œnologue à la base, donc on va dire le choix des technologies, ça s'est fait un peu en comparant les produits sur internet. Et c'est vrai que c'est pas facile de trouver de l'information pour les comparer. Là j'ai regardé ce matin la fiche technique, où j'ai pu voir qu'il était compatible EGNOS, mais quand je l'ai acheté il y a 3 ans, c'est vraiment pas une des caractéristiques que j'ai regardées à l'achat. À tort, on l'a compris du coup maintenant. À tort. Maintenant, je ressors de cette journée avec un peu plus d'éléments, mais c'est vrai que sur le marché, c'est un peu compliqué. Ça, ce petit boîtier, ça coûte entre 1500 et 2000 euros, donc c'est pas un achat négligeable. Et dès qu'on veut un peu plus de précision pour des utilisations comme la mienne, on arrive vite à 8-10 000 euros. Donc c'est vrai que c'est une acquisition qui reste chère quand même pour une start-up. Mais j'imagine que vous travaillez pour des vignobles ou des viticulteurs qui ont parfois les moyens de s'acheter eux-mêmes ce type de solution. Pourquoi avoir recours à vous ? Justement, les viticulteurs ne font pas assez de plantations pour amortir un tel appareil. Et donc, ils ont du guidage possible sur leur tracteur, etc. Mais pour faire de l'arpentage en tant que tel, voilà. Je peux donner également un exemple. Tous les viticulteurs font appel à de la plantation avec du RTK maintenant. Le problème, c'est que ce sont des sous-traitants qui font ces plantations, qui sont équipés avec ces machines guidées RTK, et que les données suite aux plantations restent dans la machine. Elles ne sont jamais communiquées à l'exploitant parce que le tractoriste qui va faire ce guidage RTK ne sait pas comment extraire les données, ne sait pas comment les communiquer. Et donc on a un gros problème, on a de la donnée qui reste dans les tracteurs. D'accord. Sophie, de votre côté, sur le choix technologique, comment vous avez été accompagnée pour le choix des montres GPS ou des smartphones ? C'est le nez au vent ou est-ce que vous avez été conseillé en la matière ? Non, alors moi je vais être beaucoup moins technique parce que justement je ne suis pas à ce niveau technologique. J'ai ici mon collègue Gontran Casella du syndicat viticole des Bordeaux qui en fait lui a fait cette étude et il est constamment en veille, d'où sa présence ici, pour nous trouver les outils les plus pratiques pour nous et les moins coûteux. Donc c'est lui qui a trouvé au niveau des smartphones l'application Locus Map, où on peut mettre, qui est gratuite, et où on peut mettre la photo aérienne, nos dessins de parcelles culturelles qu'on a dessinés sur QGIS, et c'est avec cette application qu'on fait les photos de pieds géolocalisées. Voilà. Parfait. Du coup, Sixte, de votre côté, pour promouvoir les différentes solutions sur votre zone de chalandise, on va dire, est-ce que vous mettez en place des opérations de démonstration, des essais, des tests comparatifs ? En gros, cette logique qu'on a dans les coopératives d'appro où avant de référencer un produit, la coopérative met en place des essais dans le terroir de l'agriculteur, etc. Est-ce qu'on retrouve cette même logique pour des équipements d'agriculture de précision ? Alors nous concernant, c'est un petit peu particulier puisque notre fondateur, Emmanuel Vauquelin, est agriculteur à la base et l'entreprise est dans une cour de ferme. Donc tous les produits, les nôtres, toutes les idées, ou tous les projets éventuellement que pourraient avoir certains de nos concurrents ou partenaires sont testés sur l'exploitation. Donc on a un panel de cultures, on n'a pas de vignes, on n'a pas d'arbaux,
mais on a globalement la possibilité de tout tester en notre nom propre. Donc, Et voilà, donc c'est une bonne aussi façon dans une logique de démonstration, il y a des opérations de démonstration avec vos clients ou les clients de vos clients. Non, c'est d'abord de la validation, la validation en sachant qu'il y a interne. deux choses. Il faut que ça fonctionne, et ensuite il faut que ça soit... ce qui nous intéresse surtout de tester, c'est la facilité d'entretien, la maintenance, le coût de cette maintenance, etc., de façon à pouvoir proposer des choses qui soient tenables à nos clients. Voilà, ça c'est un point extrêmement important. Parce que derrière, c'est vous qui en assurez directement le service après-vente, j'imagine ? Pour la plupart de nos produits, c'est nous qui sommes agréés tout à fait service provider. Et donc vous êtes en interface directe avec les agriculteurs ou vous passez vous-même par d'autres conseillers et vous accompagnez des conseillers sur le terrain ? Pour l'activité Vantage, on le fait soit directement avec les agriculteurs chez qui nous avons diagnostiqué, vendu et installé, soit pour certains concessionnaires avec lesquels on est en partenariat. Donc là, il n'y a aucun problème. Pour la partie drone, on est aussi agréé réparateur pour la partie Parrot ou Sunsfly. D'accord. Pour Naïo, du coup, comment ça se passe le SAV ? Parce qu'on l'a compris, hein, et je pense notamment aux aspects de géolocalisation. Comment ça se passe qui accompagne l'agriculteur dans le reparamétrage ou le paramétrage de ces robots Naïo ? Actuellement, c'est clairement Naïo qui essaie de déployer un service client le plus maillé possible. Après, on est aussi encore dans une phase d'expérimentation, notamment dans la vigne, dans lequel on est systématiquement présent à côté de l'utilisateur final. Et très clairement, quasiment dans une logique de co-développement du produit avec votre client. Oui, pour bien comprendre les besoins et puis être capable de proposer la solution robotique le plus adaptée. Donc très clairement, c'est nous qui épongeons les difficultés qu'on peut rencontrer d'abonnement, etc. En direct, pour le moment. Et avec une logique peut-être derrière d'être distribué et de s'appuyer sur des réseaux tels que ceux qu'on a présentés avant ? Certainement. Enfin, disons qu'il faut qu'on gagne en maturité avant de conforter cet aspect-là. Si vous me permettez un complément, c'est que la plupart des coopératives ou négociants ont des fermes pilotes désormais qu'ils utilisent pour commencer à vulgariser, je dis bien pour commencer à vulgariser les bonnes pratiques et les nouvelles technologies. Oui, avec il y a des adhérents d'Agri Sud-Ouest Innovation dans la salle qui sont justement en charge de déployer des réseaux de fermes de démonstration de ce type-là. Mais justement, je reste avec vous, Sixte. Je reviens sur ce point, la COP d'Apro, qui est souvent le premier, en tout cas son conseiller, le premier lien direct avec l'agriculteur, et je vous laisserai rebondir là-dessus. Est-ce que pour vous, ce sont des alliés, des personnes à convaincre, des prescripteurs, des freins ? Comment se passe le lien à la COP d'Apro qui porte le service, ou plutôt qui porte le produit qui viendrait potentiellement s'intégrer dans l'équipement et le service que vous proposez, vous ? Alors, du fait de mon historique, j'ai la chance de bien connaître le monde de la distribution agricole. Le métier est en train de changer, même va connaître un bouleversement très important, comme beaucoup d'autres métiers. Et je pense que l'intégration des nouvelles technologies, du numérique de façon générale, peut permettre de redonner de la valeur et de la pérennité au conseil. Et un certain nombre de distributeurs l'ont compris, ceux qui sont ici en sont une bonne illustration. Ils pourraient être plus nombreux d'ailleurs, mais ils ne le sont pas. Mais c'est souvent le cas pour toutes ces réunions où on voit beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de gens qui entourent, mais on ne voit pas beaucoup de prescripteurs, encore moins de distributeurs. Ça montre bien qu'il y a quand même un décalage aujourd'hui entre les potentialités qu'offre la technologie, le besoin des agriculteurs et le niveau d'équipement, qui est quand même pas mauvais, et il y a un déphasage complet. Il y a un travail de vulgarisation qu'on doit faire ensemble, et moi je pense qu'il faut le faire en partenariat et essayer d'aider, de former, de proposer des nouveaux services aux coopératives, aux négociants pour donner de la pertinence à leurs conseils. Clément, Sophie, vos liens avec les COP et les négoces d'Apro ou les caves, du coup, en ce qui vous concerne ? Ouais, très peu de liens avec des COP d'Apro en tout cas, mais peut-être avec des fournisseurs, des agrofournisseurs qui se mettent de plus en plus à vouloir distribuer des services au-delà des produits. Et donc, nous, la stratégie Permagro, c'est de packager des produits pour ces agrofournisseurs et qui distribuent des produits de service, du coup, en s'aidant de leur réseau de distribution. Donc vous bypassez les COP d'Apro ou les négoces qui sont en charge d'Apro ? On travaille pour des négoces. Ah d'accord, vous êtes plutôt des partenaires de ces acteurs-là. Sophie, de votre côté, est-ce qu'il y a des liens à construire avec les COP et les négoces ? Oui, on en fait, mais il y a encore beaucoup de liens
augmenter parce qu'on communique en fait tout ce qu'on fait auprès des conseillers et des caves coopératives, mais pour l'instant c'est une communication très par mail. Et on souhaite les impliquer beaucoup plus pour qu'ils sachent vraiment la stratégie de lutte adoptée, mieux la comprendre et faire un relais avec les viticulteurs. Et donc le côté, nous, ce qui pourrait être intéressant, ce serait le signalement des pieds suspects qui pourraient signaler aussi donc dans les caves ou les distributeurs qui tournent dans tout le vignoble encore actuellement. Ce qui suppose qu'ils soient eux-mêmes équipés aussi de technologies de géolocalisation qui soient compatibles avec les vôtres pour que vous puissiez derrière vous interpréter les données. Oui. Juste, tant qu'on y est, dans la salle, il y a des représentants de COP et de négoce. Donc il y a un. Tu as le droit de lever la main, Edith. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, non, ouais. Donc finalement, ouais, c'est dans la centaine qu'on était ce matin, là on a peut-être un peu moins. Effectivement, il y a peut-être un chemin à parcourir ensemble. Pour ceux qui interviennent, donc ce serait une question plutôt pour d'ailleurs seulement Cédric, parce que sauf erreur, vous intervenez-vous plutôt dans un périmètre France uniquement ? Dom-Tom et Afrique francophone. Ouais. Dom-Tom et Afrique francophone aussi. Du coup, je me posais la question, ou même si c'est une perception que vous pouviez avoir, du positionnement de la Ferme France dans cette course à l'adoption des technologies. On en a parlé un petit peu avec Vincent tout à l'heure. Vous semblez... est-ce qu'il y a une appétence particulière en France pour les robots Naïo, ou est-ce que finalement il y a un appel du marché plus fort dans d'autres pays européens ou d'autres pays à l'export pour vous ? Aujourd'hui, très clairement, effectivement, en Europe, c'est bien sûr là qu'on a le plus de clients. Ce qu'on voit, c'est que sur les aspects réglementaires, notamment avec l'interdiction à venir du glyphosate, etc., forcément, la France a un coup à jouer sur l'aspect robotique agricole pour le travail du sol. Aujourd'hui, on a aussi quelques robots aux USA, au Canada, au Japon. Et c'est vrai que pour revenir par rapport à la problématique GPS qu'on a évoquée ce matin, l'aspect global de la correction PPP nous intéresse énormément pour la suite, parce qu'effectivement, on raisonne à ce moment-là au niveau mondial. Quoi. Oui, du coup, avec une intégration pour l'ensemble de vos marchés, plutôt qu'une intégration ad hoc pour chacun des marchés, quoi, avec des enjeux d'interopérabilité, j'imagine, forts. Oui. Après, on sera quand même obligé de spécialiser. En fait, je crois que l'enseignement là qu'on a vu ce matin, c'est qu'il n'y a pas de solution universelle de guidage sur les robots. On le voit, nous, aujourd'hui, on a vraiment différents besoins. Il y a des besoins de précision à 20-30 cm. Et finalement, lorsqu'on a besoin d'aller taper la précision centimétrique, c'est dans des cas très précis. C'est lorsque il n'y a absolument aucun repère visuel, que les cultures ne sont pas levées, qu'on vient de faire un semis et qu'il faut passer le robot dessus. Donc il n'y a que dans ces cas de figure-là où on a besoin vraiment de la précision au centimètre. Autrement, après, c'est une stratégie un peu diversifiée avec du PPP à 40 cm et puis après un robot qui localement va se recaler sur les cultures. Ça dépendra effectivement des obstacles qui sont présents, est-ce qu'on est vraiment en plein champ ou pas. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Donc forcément, Naïo va s'orienter de plus en plus vers une solution, un mix avec une solution de base et puis différentes options en fonction des différents. Donc c'est géographie. Donc les marchés mondiaux et puis également les des adaptations géographiques. Et du coup, vous allez cumuler des solutions de géolocalisation GPS avec du guidage visuel. Oui. Enfin visuel. On s'entend par image. Oui, nécessairement. En fait, aujourd'hui, les robots qui sont autonomes doivent percevoir leur environnement immédiat. Et donc, ne serait-ce que pour des aspects sécurité, faut être capable de détecter quelqu'un, et également identifier les cultures. Historiquement, le dino, même l'enjambeur, les premiers dinos ont fonctionné sans guidage GPS. Ils fonctionnaient uniquement en se repérant sur les cultures. La difficulté, c'est lorsqu'on fait un apprentissage pour apprendre à se repérer sur des salades, dès qu'on change la couleur des salades, on a des difficultés à se guider. Donc dans ce cas-là, nécessité de refaire de l'apprentissage, etc. Donc le GPS nous a permis de gagner beaucoup de temps. Là, on a parlé un tout petit peu de la réglementation tout à l'heure. Pour certains, elle est très, disons, structurante pour vos métiers. Est-ce que vous voyez la réglementation comme un frein au déploiement de vos services ou des services intégrant la géolocalisation que vous distribuez en quelque sorte, ou plutôt comme un levier ? Donc on l'a vu avec le glyphosate, c'est peut-être plutôt un levier ? Oui. Alors, il y a deux enjeux là ce matin qui ont été évoqués. Enfin, il y en a un notamment, c'est sur tous les aspects cybersécurité, parce que nous, nos robots sont autonomes. Donc, on va devoir garantir, exactement comme pour les problématiques de véhicules autonomes, on va devoir garantir que notre robot est bien à l'endroit où il pense être.
Et donc tous les aspects d'identification des satellites, etc., sont des choses qui nous intéressent énormément. Parce que demain, les aspects sécurité seront fondamentaux pour notre développement. Et après, en dehors des enjeux réglementaires, effectivement, de toute façon, on a besoin d'une très très bonne confiance dans la donnée GPS. Sixte, pour vous, la réglementation, c'est un frein ou un levier au déploiement des technologies? Je vais passer la parole à tout le monde. Il y a probablement deux dimensions. Il peut y avoir des freins. C'est l'exemple de la réglementation sur les drones, qui est quand même si elle s'est assouplie, qui est quand même encore un peu contraignante. Ça dépend un peu des régions dans lesquelles on est. Mais par contre, je vois beaucoup plus d'opportunités. Et pour moi, plus il y aura une pression réglementaire forte, soutenue, ça n'a pas l'air très politiquement correct, c'est ce que vous allez dire. Coûteuse autour des certain nombre de métiers, en particulier des phytosanitaires. On y passe. Malheureusement, on ne peut pas aller contre. C'est une réalité de notre métier. Plus ça ouvre des opportunités pour développer l'agriculture de précision au sens large du terme. Mais plus aussi, c'est une opportunité, si on rebondit encore plus fort, pour parler différemment de notre métier. L'agriculture de précision, c'est la plus belle vitrine. Il suffisait d'aller au salon international de l'agriculture cette année. Regardez comment les grands médias, grand public ont relayé. On parlait de l'agriculture et de nouvelles technologies. Moi, c'était du bonheur par rapport aux 10 dernières années où on en a pris plein le nez. Ce qui pose la question quand même de l'accessibilité, l'ergonomie, l'interopérabilité de tous ces outils. Côté Permagro, du coup, la réglementation, c'est pour vous même un cœur de métier, parce que vous soulagez l'agriculteur dans ses contraintes réglementaires. Déjà oui, et puis il faut savoir que la réglementation évolue. Un exemple par exemple sur la viticulture et sur l'arpentage. L'année dernière, les dossiers subventions viticoles, on avait une marge de 5% d'erreur sur les superficies déclarées, et elle est passée à 2% là récemment. Du coup, ça implique une contrainte supplémentaire pour le viticulteur, mais j'ai envie de dire c'est un bien pour un mal, parce que au moins il connaît plus précisément sa parcelle, et derrière tous les autres applications qu'on va avoir de cette superficie très bien connue en termes d'épandage de phytosanitaires, etc. Plus on connaît précisément sa superficie cultivée, et meilleur on sera demain. Reste encore à démontrer, encore une fois, que tout ça permet des gains de marge, parce que sinon, si vous ne démontrez pas ça à l'agriculteur, il verra ça que sous la contrainte. Sophie, de votre côté, la réglementation, c'est pareil. Vous parliez de traitement imposé par la réglementation en cas de détection. Donc j'imagine là encore que c'est très structurant dans votre activité. Oui, c'est le cadre vraiment de base, c'est que l'État impose ces traitements et permet aux GEDON de les aménager. Donc c'est notre porte d'entrée, la réglementation pour cette lutte. Et clairement, toute la réglementation autour de la diminution des phytos est pleinement dans notre activité, où on a déjà une réduction très effective, nous, des traitements insecticides, mais on veut aller plus loin. Et les viticulteurs ont vraiment cette demande d'avoir une logique de plus en plus forte. Donc plus on est précis sur le terrain, plus on sera logique aussi dans cette lutte. Donc ça ira dans ce sens. Par contre, le blocage, peut-être, c'est pour les viticulteurs qui se posent beaucoup de questions sur toute cette traçabilité qu'on peut obtenir, du coup, et leur donner sur leur exploitation. Et là, par contre, il y aurait certainement des blocages. Oui, il y a une peur un peu de la dénonciation ou d'une utilisation autre de la donnée prélevée que pour strictement le sujet qui vous concerne. J'imagine. C'est ça ce à quoi vous faisiez allusion. Oui, de savoir quand ils traitent, avec quoi ils traitent. Toutes ces données-là, par exemple, sont très sensibles. D'accord. Se pose également la question de savoir si aujourd'hui, tous vos besoins sont couverts. Tous vos besoins en termes de géolocalisation sont couverts par des solutions, ou est-ce que vous avez toujours des zones d'ombre, des points noirs sur lesquels les fournisseurs de ce marché sont amenés à travailler? Clément, par exemple? Tout d'abord, moi, une des plus grosses problématiques, c'est vraiment de connaître la précision, quand je vais faire une mesure sur le terrain, la précision de mes mesures. Exemple, Trimble fournit une application qui me donne la précision estimée à un instant T de ce récepteur. Et souvent, j'ai observé que la précision qui est affichée sur mon smartphone, estimée, qui est de l'ordre de 40 à 50 cm quand je suis dans les meilleures conditions, c'est ce qui est affiché sur le smartphone. En réalité, quand je compare avec des points de référence, etc., on est plutôt de l'ordre de 80 cm, 90 cm. Donc au final, moi, quand je suis sur le terrain, je ne sais pas quelle est la vraie précision de mes mesures. Alors ça reste dans... Vous acceptez l'erreur, encore faut-il connaître la marge d'erreur. Exactement.
Bon, appel à Vincent et à Sixte hein, qui relaient ces produits. De votre côté, Cédric, ou de ton côté, Cédric, est-ce qu'il y a des zones d'ombre encore non couvertes par les technologies proposées sur le marché ? Et des zones blanches aussi. Sans mauvais jeu de mots, effectivement, j'imagine qu'il y a effectivement des zones blanches, des zones non couvertes. Ouais, c'est vrai que dans ce cas-là, effectivement, la solution PPP semble intéressante, mais on se pose des questions après sur le temps de convergence. Donc les présentations de ce matin étaient très intéressantes, notamment avec la troisième fréquence là, qui pourrait permettre d'aller plus vite. Et puis effectivement, la grosse difficulté, je te rejoins totalement, c'est de savoir à chaque instant quelle confiance on peut avoir dans la mesure. En particulier lorsque y a une perturbation à proximité. Donc nous aujourd'hui on a des stratégies, on utilise une centrale inertielle et tout pour essayer d'avoir un filtre à particules qui permet d'éviter les erreurs, mais j'imagine bien que sur une solution ultra portable comme la tienne c'est pas possible. Donc effectivement vraiment cette notion de confiance dans la mesure. Qu'est-ce que vous attendez du coup de la recherche publique? On est ici à Supagro Montpellier, Sixte de votre côté. Qu'est-ce que vous attendez en termes peut-être de formation hein? Quand je dis recherche, c'est recherche et formation. Est-ce que, je sais que vous avez beaucoup insisté sur l'enjeu d'accompagnement des agriculteurs, mais est-ce que les conseillers sont suffisamment formés à ces sujets-là pour pouvoir les accompagner? Je trouve qu'on impose des formations pour les gens qui conseillent les agriculteurs. Je pense qu'on pourrait intégrer des formations autour de la modulation. Vous faites référence aux certificats. On n'a jamais autant parlé d'agronomie, mais qui dit agronomie dit cartographie, qui dit cartographie derrière semis, fertilisation, etc. et protection des cultures. Donc tout ça, il y a un ensemble, à mon avis, qu'on devrait pouvoir intégrer beaucoup plus dans ces certificats, dits certificats, parce que ça n'a que le nom, ces éléments-là. Ça donnerait beaucoup plus de valeur, je pense, et d'actualité à ces formations. Puis un petit appel peut-être à la formation continue côté Supagro Montpellier ou Bordeaux Sciences Agro qui héberge la chaire agrotique. Côté Clément, toi de ton côté, est-ce que si tu avais une baguette magique, un besoin à formuler à la recherche publique, quelle est la solution rêvée qui te manque aujourd'hui? Tout d'abord, effectivement, c'est une formation auprès, in fine, des agriculteurs, mais également de tous les distributeurs. Moi, je prends l'exemple également de boîtiers de tracking que j'utilise. Donc, ce sont des boîtiers équipés de géolocalisation et qu'on pose chez les tracteurs de clients pour les suivre à distance. Et quand on pose la question aux fabricants de ces boîtiers, ils ne savent pas répondre précisément sur quelle puce est utilisée, quelle est également la précision de la localisation. Et en fait, c'est une formation de toute la filière sur les intérêts d'une géolocalisation précise. Sophie, côté formation, on l'a compris, là, il y a un vrai besoin disons, d'appropriation de ces technologies et de vulgarisation de ces technologies jusqu'aux conseillers de terrain. De votre côté, est-ce qu'il y a un besoin de formation particulier ou même de recherche? Est-ce que vous aviez un appel à lancer à la recherche publique? Est-ce que vous auriez un besoin particulier non couvert? En restant dans le thème de la géolocalisation, vraiment nous, ce serait d'avoir des outils opérationnels, et je rebondis un peu sur ce qu'a dit Clément, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on avait recherché en fait des outils qu'on pouvait amener sur le terrain, qui nous permettaient d'enregistrer la donnée, de la mettre à jour en temps réel, de pouvoir la diffuser très rapidement. Et en fait, on s'est retrouvé face à des prestataires qui n'avaient jamais fait ça, ou alors une solution assez de bricolage, on va dire, où il faut vraiment des gens qui sachent manipuler ces outils technologiques et qui demandent du temps à créer en interne. Donc moi, c'est vraiment de l'accompagnement pour qu'à terme, il y ait des solutions qu'on puisse amener sur le terrain. Oui, tout bêtement, finalement. Oui. On a parlé ce matin de l'évolution du signal GNSS avec Galileo et ses versions autres. EGNOS également qui est en train d'évoluer. Au regard de ce que vous avez vu ce matin, en quoi ça va changer votre métier, ces évolutions? Sixte ou Cédric? Pour moi, c'est une continuité. Ouais. Tout ce qui contribue à amélioration. Plus de fiabilité, plus de précision va dans le sens. Je n'ai pas suffisamment de recul pour pouvoir dire que ça va révolutionner l'offre aujourd'hui, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Et moi, je ne suis pas capable de chiffrer ça à l'instant T. Cédric, de ton côté, est-ce que du coup, ça ouvre des nouveaux potentiels en termes de type de pratiques que vont pouvoir réaliser les robots proposés par Naïo? Alors,
Aujourd'hui, en fait, on développe une stratégie autour du service de localisation. Donc, on a besoin de travailler sur tout ce qui va autour, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'avancées, effectivement, qui vont dans la continuité de ce qu'on a dit. Des temps de convergence plus courts sur le PPP, des antennes de qualité moins chères. Enfin, très clairement, aujourd'hui, il y a encore besoin d'avoir des puces qui permettent d'avoir des solutions clairement moins chères. Et par contre, je pense qu'en fait, ce qui va vraiment demain nous impacter, c'est plutôt l'évolution réglementaire, que ce soit en Europe et aux US. Et pour le coup, la technologie, entre guillemets, devra permettre d'apporter des solutions aux enjeux réglementaires qui vont apparaître dans les mois et années qui viennent, quoi. Et donc ça, pour les véhicules autonomes comme pour les robots, c'est vraiment aujourd'hui l'enjeu de demain. Donc j'espère que la technologie nous permettra d'apporter des réponses en temps et en heure. Et justement, quels sont les grands axes chacun sur lesquels vous travaillez? Enfin, peut-être, Six, de votre côté, vous portez moins de la R&D en propre, quoique, peut-être que je me trompe. Mais quels sont les sujets sur lesquels qui sont en développement chez vous, qui, j'imagine, pour la plupart, intègrent des enjeux de géolocalisation, parce que ça va devenir un must-to-have? Ben nous, c'est globalement tout le conseil dans l'utilisation. Je ne parle pas dans l'interprétation des données, ce qui n'est pas notre métier. Il y a des gens qui sont là pour ça et qui le font bien. Nous, on est juste là pour renforcer tout ce qui est formation, tout ce qui est conseil, tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est SAV. On parlait du modem, du développement des modems pour avoir l'Internet dans la cabine, de façon à pouvoir échanger dans les deux sens de la donnée, mais surtout pouvoir demain prendre la main sur une machine pour la dépanner à distance. Donc très clairement, c'est ce dans quoi il nous faut investir pour renforcer ce qui a fait la force de nos technologies, c'est le service. Parce que le produit en tant que tel, plus ça va, moins il y en aura, et plus ça va, plus son prix sera galvaudé. La différence, la fidélisation, elle se fera dans le service et dans l'accompagnement. Ouais. Et je crois savoir d'ailleurs qu'il y a un gros sujet chez vous, c'est un système de hotline que les agriculteurs peuvent consulter. On veut développer cette hotline, peut-être pas 7 jours sur 7, 365 et 24 sur 24, mais on veut vraiment développer énormément ça de façon... Mais on ne souhaite pas le gérer en curatif, on veut le gérer en préventif avec beaucoup plus de formation. On ne veut plus vendre un produit sans y associer... c'est un rêve, hein. On ne voudrait plus vendre un produit sans y associer de la formation. Nous sommes agréés en termes de formation, donc les formations, nos clients peuvent se les faire payer ou rembourser pour partie ou totalement. Donc vraiment, c'est extrêmement important. On ne peut plus vendre. Nos produits sont sous-utilisés par rapport à leur potentiel et aux gains que pourraient avoir nos clients s'ils les utilisaient mieux. On l'a vu surtout que si la réglementation va croissante et que du coup le recours à ces produits est de plus en plus nécessaire, il y a encore plus besoin de démontrer leur valeur ajoutée qu'aujourd'hui peut-être. Parler du guidage d'outils qui a été présenté à 2 ou 3 reprises, entre autres par Vincent, c'est clair que demain, si on peut arriver à aller développer le guidage d'outils et tout le binage et tout ce qu'on peut faire derrière, c'est extraordinaire ce qu'on peut arriver à faire. Et je ne parle pas de tout ce qui est le travail autour de la semence. Il y a encore, en termes de modulation intraparcellaire, un travail considérable. Il est impensable de continuer à mettre les mêmes densités de semis dans les parcelles, alors qu'il y aurait des économies colossaux. Oui, donc là, les questions de modulation intraparcellaire supposent là encore des technologies de géolocalisation un petit peu plus précises. Beaucoup de chemin à faire. Clément, de votre côté, ou de ton côté, je ne sais pas si on se tutoie, on se voit. La prochaine étape, c'est quoi pour Permagro? C'est quoi l'innovation sur laquelle vous êtes en train de travailler en termes de services, là, pour le coup, j'imagine? En termes de services, 2 choses qui sont en développement en cours à Permagro. La première, c'est une plateforme web assez simple de cartographie, mais où on va pouvoir visualiser tous nos apports cartographiques, fonciers, administratifs, et pour le viticulteur, se géolocaliser avec du parcellaire fiabilisé sur le terrain. Et là, on espérera, pour l'instant, l'application finale pour le viticulteur, c'est l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette. Donc on espère que les puces vont pouvoir être assez précises pour gagner en géolocalisation sur le terrain. Ça, c'est la premier aspect. Deuxième aspect, on travaille également sur de la traçabilité automatique à partir justement de ces boîtiers connectés et donc d'avoir des boîtiers un peu plus précis pour faire de la traçabilité automatique chez les clients dont nous avons la gestion. D'accord. Sophie, de votre côté, vous êtes construit sur votre activité s'est construite autour de la flavescence dorée, je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous allez vous diversifier vers d'autres usages ou est-ce que vous allez employer de nouvelles technologies pour mieux gérer cette maladie? On va se diversifier un peu, mais
pas trop d'actualité pour l'instant. On a surtout, là on est dans un montage d'outils de gestion de crise de la DRAF, on est impliqué là-dedans, où ils vont prendre exemple sur la gestion de la flavescence dorée. Et l'idée c'est de recenser toutes nos observations de terrain et de gérer cette donnée via des bases de données et de pouvoir diffuser cette donnée, que ce soit aux viticulteurs ou à d'autres partenaires, comme notamment des conseillers, et de pouvoir beaucoup mieux gérer la lutte contre la maladie sur le terrain. Donc c'est un outil qu'ils vont développer pour beaucoup de choses, la crise aviaire, dans la forêt aussi. Et en parallèle, il y a beaucoup d'observatoires du vignoble qui sont en cours de développement, donc par la filière bordelaise au niveau national, où l'idée c'est de recenser toutes les observations de terrain sur toutes les maladies, pour donner des outils pour mieux gérer ces maladies, pour les conseillers, les viticulteurs, enfin, avoir accès à cette information. Donc plus l'information est précise, plus elle est précieuse. Et nous, individuellement, sur notre site internet, on diffuse au grand public une carte avec tous les foyers de maladies, donc toutes les parcelles malades. Et on veut à terme diffuser là où il y a des insectes et le nombre d'insectes détectés à chaque endroit. Et pour ça, c'est vrai qu'on a besoin vraiment de fiabiliser notre donnée. Thierry, vous souhaitiez réagir sur les propos des différents intervenants? Donc Thierry Chaput du CNES. Oui, la question a été posée, mais que fait la recherche publique? Qu'est-ce que vous attendez là? Non, mais travaille déjà. Donc je vais vous annoncer des choses. Donc effectivement, quand on regarde aujourd'hui, une des grosses problématiques, c'est la confiance dans la position. Et quand on parle après de réglementation, donc il y a une réglementation qui va être positive par rapport à vous, c'est-à-dire que les réglementations sur l'interdiction des produits phytosanitaires, etc., ça aide au développement de la robotique, en particulier tout ce qui est binage mécanique. Maintenant, on a le problème de la sécurité des robots. Et on vient de lancer aujourd'hui un projet qui vient d'être accepté donc par l'ADEME dans le cadre du PIA, qui traite justement le problème de l'intégrité des véhicules autonomes. Et les véhicules autonomes, c'est les voitures, les trains, les robots, les avions, enfin les drones et les bateaux. Et donc là, on va travailler sur ce point-là, parce qu'effectivement, votre exemple était excellent, c'est dire, bon, quelle est la précision que j'ai à un instant donné? Donc vous, à la limite, ça vous fait poser des questions sur la qualité de votre arpentage, mais quand on est sur un robot qui est en train de biner, si quelque part le robot pense qu'il est à 10 cm mais qu'il est à 20, qu'il n'est pas à 10, ça devient un peu critique. Ou quand il pense qu'il est limite en termes de précision, il va s'arrêter parce qu'il ne sait pas prendre la décision, en termes de disponibilité, c'est pas bon. Ça, c'est un problème qui est compliqué. On va travailler dessus. Donc on va travailler dessus parce qu'il y a des mécanismes qui permettent de le faire. On travaille sur des solutions qui sont hybridées parce que le GNSS a ses limites. Il ne marche pas tout le temps, donc il faut l'associer à d'autres capteurs, en particulier les centrales inertielles qu'on a toujours sur les équipements. Et donc il y a aussi tout ce travail aussi de mesure de performance. Qu'aujourd'hui, vous ne savez pas les performances des récepteurs. Quand vous voyez la fiche produit, vous ne savez rien du tout. Et parce que c'est tellement lié à l'environnement applicatif que les gens ne veulent pas le faire. Et nous, on va développer une méthodologie de test avec des scénarios types où on fera des mesures qui permettront de comparer les récepteurs dans les mêmes conditions de mesure. Et donc là aussi, par rapport à l'accompagnement technologique, puisque les choses vont beaucoup bouger, il y a toutes les nouvelles puces en train de sortir, U-Blox, STM, etc. Et vous n'avez pas les infos aujourd'hui pour savoir si cette puce elle est vraiment intéressante ou est-ce qu'elle est meilleure que l'autre. Et dans le cadre de ce projet-là, on va mettre en place cette méthodologie-là justement pour offrir aux acteurs de l'écosystème des éléments de comparaison. Donc il y a à la fois être capable de connaître les performances des produits dans les environnements qui vous intéressent, donc on aura des environnements qui seront représentatifs de l'agriculture, et aussi cette notion de travailler sur les algorithmes d'intégrité qui sont très spécifiques à l'application, pour quelque part vous ayez confiance qu'à un moment, lorsque le système vous dit « je suis à 10 cm », il y est réellement. Juste qu'on comprenne bien, vous allez mettre au point des protocoles d'essai, ou est-ce que le CNES va lui-même tester les différents outils? Parce que je ne sais pas tout à fait dans votre cœur de métier. D'abord, c'est un projet où il n'y a pas le CNES, c'est un consortium qui a été monté pour cette affaire-là. Donc il y a le CNES, il y a Guide en tant que laboratoire donc de métrologie, M3 Systems qui vend des systèmes de test, de la simulation 3D avec Octal, et un fabricant de systèmes hybridés qui s'appelle SBG Systems. Donc on va travailler ensemble. Donc chacun aura sa spécialité. Et on va pouvoir tester sur des produits l'efficacité de nos algorithmes. Donc il y a plein de choses, il y a des bancs de tests, il y a des algorithmes, etc. On va travailler ensemble, c'est un projet sur 3 ans.
Et l'idée, c'est qu'à l'issue de ces 3 ans, on soit quand même un peu plus confiant dans la performance du GNSS, puisqu'aujourd'hui, on sait que ça va s'améliorer. Il y a tous les éléments qui font que ça va s'améliorer, mais il faut qu'on soit capable de le quantifier. Et pour l'instant, on ne sait pas le faire. Et j'imagine que ces résultats, comme ils sont issus de la recherche publique au moins en partie, pourront être diffusés auprès des acteurs de l'écosystème et peut-être relayés par des coopératives ou des distributeurs qui pourront eux-mêmes du coup réutiliser ces protocoles et ces méthodes que vous allez développer. Une question pour Nayo depuis la salle. L'utilisation de la centrale inertielle ne permet pas de résoudre le problème de détermination du cap pour... Je la refais. L'utilisation de centrales inertielles ne permet-elle pas de résoudre le problème de détermination du cap que vous évoquiez? Les besoins de... Si tu veux retourner et lire la question, tu la comprendras peut-être plus que moi. Il y a 3 questions. Ou si la personne qui a posé la question veut se lever, on est entre nous, entre guillemets, pour préciser la question. Ou est-ce qu'il est parti et il est timide? Ah voilà. Hop. Alors, soit il manque des mots, soit il y en a en trop, mais en tout cas, j'ai pas tout compris. Oui, bonjour. Clément Baron de la société Agriculture. Donc avec Nayo, on se connaît bien, on est aussi un peu concurrents, mais du coup, c'est... Non, la question, c'est... ça fait 2 fois, Cédric, que je t'entends parler de double antenne pour résoudre le cap. Et tu disais aussi tout à l'heure que vous aviez des centrales inertielles dans les robots. Vous avez identifié le besoin d'avoir une double antenne au-delà de la centrale inertielle? Aujourd'hui, on a fait des tests avec une double antenne. Alors avec la centrale inertielle, ce qu'on fait, c'est les reprojections au sol, etc. Donc en fait, il faut que le robot soit en mouvement pour être capable de faire une correction. Donc il y a un certain temps de convergence qui est actuellement présent. C'est un système de reprojection qu'on a redéveloppé nous-mêmes. La double antenne, son gros avantage, c'est que ça permet de travailler aussi en statique. Et donc sur les problématiques de démarrage en début de rang, sur les demi-tours lorsqu'il y a des phases d'arrêt, etc., la double antenne apporte un plus. Je ne dis pas que c'est une solution universelle qu'on déploiera partout, mais dans une logique où on veut avoir des stratégies différenciées qui sont adaptées aux différents terrains, dans certains cas, la double antenne sera nécessaire. Donc vous avez dans la salle quand même 2 des leaders français de la robotique agricole, Nayo et Agriculture, tous 2 qui ont la bonne idée d'être adhérents chez Agri Sud-Ouest Innovation. Petit instant pub. Autre question que je pose un peu à vous tous, mais en vous positionnant encore une fois comme opérateur, hein, pas forcément expert, mais comment m'équiper pour l'arpentage pour avoir la meilleure géolocalisation possible dans une optique de rapport qualité-prix? Ça a été un peu votre sujet à tous les 2, hein, et Clément et Sophie. Du coup, finalement, comment vous êtes repérés, comment vous avez fait ces choix-là? Vous êtes confiant dans les choix que vous avez fait aujourd'hui, ou vous vous dites on est peut-être passé à côté du meilleur rapport qualité-prix? Pour moi, le choix s'est fait à la fois sur la précision du capteur, également l'interface utilisateur. En me disant que ça pouvait se connecter à mon smartphone, je me suis dit, je change de smartphone, j'ai pas besoin, si je le casse, et puis je peux développer mes propres applications, mes propres formulaires. Donc le côté applicatif, ça, il a été vite réglé. Et après, effectivement, c'est tout simplement quel est le besoin de précision. Moi, j'avais besoin d'une précision de l'ordre de 50 cm à 1 mètre. J'ai pas besoin de descendre en dessous. Et donc, voilà, j'ai pris le meilleur rapport qualité-prix que je trouvais sur le marché, sur une recherche Google, très simplement. Mais j'ai pas été accompagné plus que ça dans le choix de ces produits, à part Google. Sophie, donc il y a votre collègue qui a visiblement fait le boulot. On pourra lui passer la parole s'il faut, mais est-ce que vous avez l'impression d'être passé à côté potentiellement d'un meilleur rapport qualité-prix, ou est-ce qu'il est très très confiant dans son travail? Je pense que je lui fais confiance là-dessus. Non, j'imagine. Mais est-ce que lui, il est confiant? On va lui poser la question directement s'il faut. En fait, le choix technique a été dépendant du travail que l'on fait sur le terrain. Donc, on a besoin d'avoir des cartes embarquées pour pouvoir se localiser in situ. Donc, on a des cartes qui sont créées pour nous, par nous. Et donc, la solution téléphone portable permettait de voir à la fois notre carte sur un seul outil et avoir la localisation sur le même outil. Et de pouvoir, en plus, de faire des saisies donc photographiques, géoréférencées pour pouvoir réinterpréter les données par derrière. Donc c'était la solution qui était le plus facilement déployable dans des conditions économiquement viables. Ce besoin d'avoir de vos cartes, au sens carte géographique,
propre à vous a aussi prédéterminé le choix que vous avez fait. C'est ça que je comprends dans ce que vous dites. Ok. Autre question aussi, on a beaucoup, peut-être c'est une question pour Sixte. On a parlé ce matin de répartition de la chaîne de valeur dans le déploiement des outils GNSS et de géolocalisation. Selon vous, je me tourne vers vous parce que vous êtes peut-être celui qui a le plus d'expérience autour de la table ronde et puis de par votre positionnement en bout de chaîne en quelque sorte, selon vous, où se situe la valeur et qui capte le plus de valeur dans cette chaîne de production? De manière, je ne vous demande pas des chiffres, mais en masse relative. Je ne sais pas exactement de quelle valeur on parle. Est-ce qu'on parle d'une valeur financière? Oui. Ou est-ce qu'on parle d'autres types de valeurs? Parce que quand on est dans le domaine du machinisme, tout le monde sait que la ferme France marcherait beaucoup mieux, c'est pas politique du tout ce que je vais dire, si les charges, un certain nombre de charges étaient un peu plus optimisées, et si les agriculteurs étaient un peu moins tarés de ferraille, il y aurait beaucoup de plans d'exploitation qui seraient un peu meilleurs, mais je ne vais pas refaire le monde moi tout seul. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs n'en achèteraient pas s'ils n'en avaient pas l'intérêt. La meilleure preuve, c'est l'étude qui a été présentée tout à l'heure et dont je partage complètement les conclusions, c'est que je ne connais pas d'agriculteur. Moi, ça fait 6 mois que je suis dans ce métier-là. Je ne connais pas un client, et pourtant je pose la question à chaque fois, qui ferait machine arrière. Pas un seul, quelles qu'en soient les raisons. Donc, même si les intérêts financiers court terme peuvent être un peu discutés ou discutables, je pense qu'aujourd'hui, quand on prend la valeur au sens large du terme, les agriculteurs en sont contents et le marché continue à se développer, les technologies vont croissantes et personne aujourd'hui ne remet en cause les produits proposés. Voilà. Donc, franchement, la valeur, sachant que, je répète, la valeur produit, on est sur un marché qui est émergent, qui se progresse là depuis 15-20 ans. La vraie valeur, c'est la valeur du réachat et qui sera donnée par la satisfaction et le service, et pas obligatoirement par le produit. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tous ceux d'entre nous qui avons acheté une voiture il y a 20 ans, dans lequel il n'y avait pas de GPS, dans lequel on mettait le TomTom, et vous l'avez cité tout à l'heure, on comparait tous nos super TomTom, et la dernière version qu'on venait d'acheter, mais on ne parlait pas beaucoup de nos voitures. Maintenant, c'est pareil avec les tracteurs. Franchement, le fait que la solution soit intégrée fait qu'elle occulte quelque part la valeur. C'est mon point de vue. Votre réponse m'évoque une autre question. Vous parliez du besoin d'optimiser les charges de mécanisation. Et donc, une des voies d'optimisation, c'est le partage de véhicules et le co-farming, oui, au sens large du terme. Est-ce que pour l'emploi de ces technologies de géolocalisation, l'approche collaborative, le co-farming d'outils de géolocalisation va se démocratiser? Est-ce que c'est aussi une voie de déploiement de ces technologies, de ces outils? Tout à fait, ça a d'ailleurs été cité dans l'enquête tout à l'heure. L'ensemble des CUMA, ETA ou mise en commun de matériel qui visent à optimiser ces outils permettent véritablement de quantifier combien de temps par qui, à quel endroit ont été utilisés tel ou tel matériel, de façon à pouvoir facturer à sa juste valeur et ou répartir éventuellement la contribution financière de chacun. Donc bien entendu, il y a de super opportunités dans ce domaine. Et ce sont les premiers consommateurs, parce que ce soit les bénéfices rationnels ou irrationnels, le confort, la sécurité, etc., sont des technologies qui amènent une vraie valeur à ces utilisateurs. Cédric, sur cette logique du co-farming, est-ce que c'est quelque chose qui se déploie pour la robotique agricole? Alors, on essaye effectivement, un robot, c'est un certain investissement, donc on essaye de voir des modèles effectivement de co-farming ou d'achat à plusieurs. Ouais, ça, vous testez avec WeFarmUp, la logique de co-investissement. Exactement. Et je voudrais juste rebondir, parce qu'en fait, sur les problématiques aussi capteurs, le robot, on le conçoit aujourd'hui vraiment comme une plateforme ouverte à des capteurs tiers, donc ça peut être aussi une solution pour apporter de la précision, parce que le robot a des solutions de géolocalisation qui peuvent être plus précises que ce qui sont présentes. Et après, dessus, on peut embarquer une foultitude de capteurs et c'est le robot qui peut faire l'arpentage et apporter un vecteur aussi. Donc ça peut, voilà, c'est pas du co-farming, mais ça peut être des solutions mutualisées, porteurs pour plusieurs types de prestations. Merci. Sophie, un commentaire encore? Ça m'appelle un autre projet qu'on a en cours en fait, de recherche, où on aimerait développer des capteurs, enfin pas nous, mais faire développer des capteurs embarqués pour détecter les pieds malades. L'idée, ça aurait été de les mettre sur des vendangeuses. Et là, il y a un intérêt de mutualiser, par exemple au sein des CAFCOP, qui ferait tourner sur les vendangeuses de chaque exploitation. Bon, appel au peuple ou le projet est déjà ficelé?
Le projet est en Cours il de n'est pas encore ficelage. ficelé, il est en cours de réflexion. Bon, en tout cas, là encore, AgriSud Innovation est à votre disposition pour vous aider à le monter. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle qu'on n'aurait pas couvert et qui voilà, brûleraient vos lèvres? Bonjour, je travaille à l'INRA en viticulture, mais ma question concerne l'exposé de Trimble. On a vu beaucoup d'applications grande culture, et je voulais savoir s'il y a un plan de développement pour les cultures pérennes, où le fait que ce soit une culture en rang, les besoins d'autoguidage ne sont pas les mêmes, mais on sent que voilà, il y a quand même une agriculture à deux vitesses. Donc pour les plantes pérennes, est-ce qu'il y a des choses... Alors, est-ce que la culture pérenne est le parent pauvre de la géolocalisation? Il est caché où? Ouais. Hop. Merci. Donc, oui, très bonne remarque. Donc, effectivement, je suis passé un petit peu vite sur la viticulture ce matin, mais je m'en étais excusé d'avance. C'est vrai qu'il y a tellement d'applications possibles et imaginables à faire qu'on ne peut absolument pas tout couvrir. D'une manière, au niveau global, au niveau mondial, c'est vrai que la viticulture, alors je ne vais pas dire que c'est le parent pauvre du positionnement GPS, mais effectivement, on rencontre beaucoup moins de cette technologie-là en viticulture. Pardon ? Et en arbo, enfin viticulture arbo, c'est tout ce qui est culture pérenne d'une manière générale. Il y a deux principales raisons que je vois à ça, si vous voulez, enfin que nous on voit. C'est déjà, ces technologies-là sont arrivées d'abord pour la grande culture, parce que c'est le marché de masse. Si on regarde en termes de nombre d'exploitations et de surface, c'est incomparable avec la viticulture. Alors si vous prenez le trio France, Espagne, Italie, en termes de viticulture, on est quand même plutôt bien desservi, on est le top 3 si je ne dis pas de bêtises en valeur, mais derrière les technologies ont du mal à rentrer. Donc ce qu'on fait nous sur le terrain, notamment via notre réseau, là on va parler d'applications plutôt locales, de customisation un petit peu de produits, parce que quand on parle de vignoble aussi, il y a tout type de vignoble, on parle s'il y a des grands crus ou du jus de raisin, c'est pas les mêmes valeurs dégagées derrière. Donc on va adapter certaines technologies qu'on utilise en grande culture à la viticulture. Donc vous parliez d'autoguidage, ça se fait, mais c'est pas forcément ce qui arrive en premier, parce que l'autoguidage sur des vignes qui ont été plantées à la main il y a 40 ans, il faut repérer tous les rangs un par un, parce qu'il n'y en a pas un qui est droit, enfin à l'œil ils ont l'air droits, mais dans la pratique ils sont tous décalés, en tout cas plus de quelques centimètres. Ce qui arrive assez rapidement aussi, c'est tout ce qui est régulation pour les pulvérisateurs. Donc je disais tout à l'heure, en Europe, on est plutôt bien desservi en termes de variété du parc machinisme, en termes de pulvérisation. En viticulture, alors ça dépend encore une fois des exploitations, mais un pulvérisateur standard viticole est plutôt moins bien loti en termes de régulation de technologie. Donc on va se mettre sur ce créneau-là, pouvoir proposer des régulations de débit, enfin de pression sur les pulvérisateurs. Après, il y a tout un tas d'autres choses qui ont été explorées, comme les capteurs de biomasse, avec, nous on a le Green Seeker, mais c'est une détection de biomasse dans le rouge, dans le proche infrarouge, pour caractériser la vigueur de la vigne. Il y a des essais qui ont été faits, là je pourrais peut-être laisser parler plus notre distributeur Vantage Atlantique Méditerranée, des essais par exemple de mesure quand il y a des pieds morts, je crois que c'est vous qui parliez de ça tout à l'heure, faire une cartographie des pieds morts, derrière on va aller mettre des complants pour remplacer, faire une cartographie de ces complants pour pouvoir les arroser de manière sélective automatiquement. Donc il y a toutes ces technologies qui arrivent là, mais effectivement, ce n'est pas du marché de masse. Et on sait que ça commence d'abord par le marché de masse, ou alors se rapprocher de spécialistes. Donc encore une fois, là c'est à mon tour de faire ma pub, mais on a le réseau Vantage pour la France, enfin pour le monde, mais là on parle de la France, qui va pouvoir adapter, customiser un petit peu ces solutions-là, parce que souvent ça implique d'avoir un développement sur mesure pour vraiment faire ce qu'on appelle le dernier kilomètre. C'est-à-dire que nous, en termes de constructeurs, Trimble ou d'autres, on va amener vraiment la grosse machinerie, le positionnement, GPS et autres. Par contre, derrière, aller s'adapter à la machine qui a déjà été customisée 10 fois d'ailleurs. C'est souvent ce qu'on voit en viticulture, les machines, souvent il n'y en a pas de pareil. Enfin, vous me dites si je me trompe, mais c'est souvent le cas. Et on a besoin vraiment de s'adapter à ça. Donc c'est ce qui explique pourquoi c'est un peu de mal à percer. Mais c'est un marché qu'on a vraiment dans le collimateur, en tout cas chez nous, parce qu'on sait qu'il y a du potentiel, mais c'est assez complexe à aborder. Nous, pour répondre, on est en développement un peu plus avancé, en partenariat avec un acteur en Champagne, avec lequel on commence à développer, mais on est aux prémices du business. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais voilà, là où c'est un peu ce que disait Vincent, il faut intervenir sur des machines qui, pour certaines, sont un peu anciennes, c'est du à la carte. Mais il y a plein de choses très intéressantes à faire. Alors, plus les vignobles vont avoir de la valeur,
plus ça sera intéressant et je pense que c'est facile. Il y a 800 000 hectares de vignes en France, donc il y a de quoi faire avec de très beaux vignobles et beaucoup de valeurs à partager. Et dans le sud-ouest, il y a pas mal d'acteurs du petit machinisme agricole, ou plutôt des petits acteurs du machinisme agricole, qui sont peut-être en capacité d'être dans l'hyper-customisation, comme vous décrivez là. Une autre question, peut-être, qui vous brûle les lèvres, avant de passer à la dernière présentation. Bon. Est-ce que vous, de votre côté, un mot de la fin, un point sur lequel vous souhaitiez insister en dernier tour de table, un mot de la fin, Sixte? Moi, j'en ai un seul qui m'est cher, c'est que je pense qu'il faut à tout prix qu'on se sert de l'agriculture de précision au sens large du terme comme le vecteur principal de communication pour changer l'image de l'agriculture. On est dans un schéma où aujourd'hui, l'agriculture a beaucoup souffert depuis 30-40 ans, elle a été beaucoup montrée du doigt, elle a fait aussi un certain nombre d'erreurs, il faut savoir les assumer. Mais là, on fait un travail considérable, l'ensemble de la profession, et je pense que ça serait une très belle vitrine à davantage tous mettre en avant pour montrer que la technologie, elle n'est pas qu'au service des agro-industriels. Non, ça a été le cas dans l'étude. Toutes les agricultures, l'agriculture de précision est adaptée à toutes les agricultures, que ce soit les agricultures de conservation, le bio ou autres, les agricultures conventionnelles. Voilà. Donc c'est un vrai enjeu de communication, c'est l'avenir de notre métier. Si ça vous va, on reste là-dessus. Alors Cédric, le mot de la fin. Non. Vas-y. En fait, on a un combat à Nayo qui est le même que ce qui a été évoqué ce matin, c'est l'utilisation de nouvelles technologies de manière globale nécessite un effort de formation, un effort d'accompagnement et un effort de diffusion. Et c'est vrai, c'est encore plus vrai au niveau du robot qu'au niveau de la LOC. Donc on doit utiliser de nouvelles technologies, on doit s'appuyer dessus pour communiquer, mais on doit aussi toujours prendre soin de la simplicité d'utilisation et de l'utilisateur et de son expérience utilisateur dans le développement de nos solutions, quoi. Clément, j'imagine que tu partages aussi ce point de vue. Je partage totalement la simplicité pour l'utilisateur et parfois repartir des bases. Combien de fois j'arrive chez un viticulteur, il n'a même pas une cartographie à jour de son vignoble, on repart de plans du cadastre d'il y a 50 ans. Donc repartons des bases et sur cette gros base, efforts de formation et de travail, mais c'est en train de se faire avec toute la chaîne de valeur. Sophie, de votre côté, le mot de la fin. Je dirais pas mieux que Sixte, mais si sur la communication, c'est vraiment une attente très forte là, des viticulteurs et nous on participe à cette communication positive et tout ce qui permet d'être plus précis et de pouvoir toujours mieux expliquer, que ce soit un viticulteur ou un particulier, pourquoi on agit de telle façon à tel endroit, ce sera toujours bienvenu pour mieux communiquer et les viticulteurs sont vraiment en attente de communication à ce sujet. Parfait, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à rejoindre la salle sous une salve d'applaudissements.